And she will present her work on the structural analysis of interaction between SARS-CoV-2 spike protein and the human ACE2 receptor, which is very timely topic. Sarah. Hop. Je partage l'écran. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est bon. Ok, parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Nasseri. Je suis actuellement en fin de deuxième année de thèse en bioinformatique à l'Université de Paris, au sein du laboratoire biologie fonctionnelle et adaptative. Donc, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule Analyse structurale de l'interaction entre la protéine spike du SARS-CoV-2 et le récepteur ACE2 humain. Donc, comme vous le savez peut-être, le SARS-CoV-2 est un virus qui appartient à une famille très diversifiée et son cycle de vie comprend de nombreuses étapes allant de la reconnaissance des récepteurs à la réplication de l'ARN jusqu'à la formation et la libération des virions. Donc, de nombreuses protéines impliquées dans chacun de ces processus peuvent être ciblées et inhibées par différentes méthodes pour éviter l'infection virale. Donc, une des étapes clés de l'intrusion du virus, c'est l'étape de reconnaissance entre le virus et la cellule hôte. C'est pourquoi nous avons concentré nos travaux sur cette première étape de l'infection du SARS-CoV-2, qui implique la liaison spécifique de la protéine spike au récepteur de l'enzyme angiotensine 2, appelée ACE2, de la cellule hôte. Donc, la protéine ou glycoprotéine spike, ici représentée en jaune, à la surface du virus, et l'élément clé qui permet l'entrée du virus. Et donc, sa structure est celle d'une protéine homotrimérique. Elle permet l'attachement à la membrane de la cellule hôte via le récepteur ACE2, ici représenté en vert, et peut donc déclencher la fusion entre l'enveloppe et la membrane de l'hôte. Depuis février 2020, il y a un gros effort de la communauté scientifique qui a permis de résoudre des structures du SARS-CoV-2 et qui sont disponibles donc, sur la protéine data bank appelée PDB. Les structures qu'on y trouve sont essentiellement déterminées par cristallographie au rayon X ou par QEM, puis déposées sur la base de données qui est accessible à tous. Donc, nous avons à gauche de la figure les protéines non structurales et à droite les protéines structurales. Et on s'intéresse, nous, particulièrement à la protéine structurale spike qui se trouve à la surface du virus. Alors, la spike glycoprotéine est une protéine trimérique et l'élément clé de sa structure, c'est le domaine de liaison au récepteur communément appelé le RBD. Donc, ce domaine se lie à la CE2 afin de déclencher l'entrée du virus. Les données expérimentales ont montré que la protéine spike existe dans deux conformations, une conformation fermée, comme on le voit à gauche, et une conformation ouverte. Elle est inactive lorsque le RBD est inaccessible, donc à l'état fermé, et elle devient active lorsque au moins un des monomères se détache pour aller interagir avec la CE2, comme c'est le cas ici, donc un des monomères qui est en cyan. On en a deux autres qui sont en vert et en magenta. Et donc, c'est à cette forme-là que nous nous sommes intéressés afin d'étudier l'interaction du RBD avec le récepteur ACE2 de l'hôte. Pour ce projet et pour des raisons de faisabilité, nous avons décidé de nous concentrer uniquement sur le complexe RBD-ACE2, donc ACE2 en rouge et le RBD en bleu, car il s'agit d'un système plus petit et qui peut être plus facilement étudié. Deux structures PDB ont été extraites de la banque de données de protéines, qui sont la 6M0J et la 6LZG. Et donc, notre objectif principal était d'abord d'étudier le mouvement par dynamique moléculaire pour comprendre comment le complexe interagit. Ensuite, identifier des hotspots pour caractériser les régions les plus importantes contribuant à la stabilité du complexe. Et enfin, détecter les cavités médicamenteuses afin de proposer des inhibiteurs du complexe en utilisant des méthodes de docking, par exemple, pour empêcher l'intrusion du virus. Donc, nous avons commencé par... pardon. Alors, nous avons... Pardon.
Je crois qu'il y a un souci de figure. Bon, c'est pas grave. Nous avons commencé par des simulations de dynamique moléculaire des deux structures PDB. Donc, la dynamique moléculaire est une méthode de simulation computationnelle basée sur des champs de force. Donc, un champ de force, c'est en fait la description de l'ensemble des propriétés physico-chimiques des différents atomes du système. Cette simulation nous permet d'observer l'évolution dynamique d'un système au cours du temps, et c'est une représentation réaliste de la façon dont la protéine agit dans des conditions physiologiques. Dans notre cas, la dynamique moléculaire a été utile pour examiner le comportement dynamique du complexe et du RBD, afin d'étudier leur mouvement et de détecter tout changement structural pouvant être observé pendant la simulation. Donc, la dynamique moléculaire a été appliquée avec l'outil GROMACS en appliquant le champ de force CHARM36M. Donc, la dynamique moléculaire a été appliquée sur 4 systèmes. Donc, 2 systèmes comprenant le complexe RBD-ACE2 provenant des 2 structures PDB, et 2 autres systèmes comprenant le RBD seul qui a été isolé en fait au préalable à partir des 2 structures précédentes. Et on a lancé donc 10 dynamiques de 100 nanosecondes sur chaque système. Et donc, on avait au total 4 microsecondes de dynamique. À l'issue de ces dynamiques, nous avons été en mesure d'abord d'analyser la stabilité des 2 structures au cours du temps. Et ensuite, on a été capable d'appliquer la méthode MMPBSA, qui a été utile pour identifier les résidus clés de l'interaction à la surface du RBD lorsqu'il est complexé avec la CE2. Et d'autre part, la recherche de poche grâce au logiciel PocDrug pour détecter les cavités médicamenteuses comprenant des résidus hotspots sur le RBD liés ou non liés à la CE2. Donc, la méthode MMPBSA, c'est l'abréviation de Molecular Mechanics Poisson-Boltzmann Surface Area. Cette méthode calcule les énergies libres des systèmes protéines-protéines ou protéines-ligands générés par dynamique moléculaire pour identifier les résidus qui ont la plus grande importance dans la stabilisation de l'interaction. Donc, l'énergie libre, c'est la différence entre l'énergie du complexe et l'énergie de chacun des partenaires. Et ce qui est intéressant avec MMPBSA, c'est que ça permet de décomposer l'énergie d'interaction en contribution par acide aminé. Donc, ça nous donne une idée sur ce que fait chacun des acides aminés au niveau de l'interface de liaison du RBD à la CE2. Et comme on peut le voir ici, ils sont représentés certaines de ces interactions, et en particulier l'interaction de la lysine 417 avec l'acide aspartique 30 de la CE2, qui présente une énergie très faible, donc qui serait une interaction très favorable à ce complexe. Donc, cela nous a permis d'identifier les 9 résidus contribuant avec une énergie égale ou inférieure à moins de 1 kcal par mol dans l'interaction, et ça correspond à des acides aminés qui ont une très bonne affinité avec le partenaire ACE2. Et il est à noter que plus les valeurs énergétiques sont négatives et plus le complexe sera stable, et vice-versa. Quand c'est positif, ça veut dire que le résidu va avoir un effet déstabilisateur du complexe. Pour les 2 structures du complexe RBD-ACE2, nous avons identifié 9 hotspots principaux situés à l'interface du RBD. Ce sont les résidus qui ont la plus grande importance dans l'interaction du complexe, et donc ce sont ces résidus-là qu'il faudrait cibler pour éviter que la protéine spike ne se lie à la cellule hôte. Donc, en dehors de ces 9 hotspots, on retrouve l'acide glutamique 484 qui s'est distingué lors de l'analyse MMPBSA avec une énergie de décomposition qui atteint des valeurs hautement positives. Donc, cet acide aminé est totalement défavorable à l'interaction du complexe et ne sera donc pas considéré comme étant un résidu hotspot. Néanmoins, il a été démontré biologiquement que quand ce résidu est muté en une lysine, il devient favorable à l'interaction, et comme cela est le cas dans les 3 variants sud-africains, brésiliens et japonais, où la transmissibilité augmente considérablement suite à cette mutation.
Donc, notre hypothèse est que le passage d'un acide glutamique à une lysine pourrait être la raison pour laquelle ces variants développent une adaptation virale au système immunitaire. Donc, je vais maintenant aborder l'aspect recherche de poche. Une protéine drug-like, avant tout, c'est une protéine qui possède des propriétés physico-chimiques lui permettant d'accueillir un candidat médicamenteux avec des propriétés d'absorption, métabolisation, distribution, élimination et toxicité acceptables. Donc, dans l'ensemble, une poche de protéines médicamenteuses, c'est une cavité qui se forme à la surface de la protéine et qui présente des caractéristiques nécessaires à la fixation de ce médicament. Le logiciel PocDrug qu'on a utilisé calcule un ensemble de descripteurs physico-chimiques et géométriques et donne un score de drugabilité de la poche estimée allant de 0 à 1. Donc, lorsque le score est supérieur à 0,5, la poche est considérée comme drugable. Et quand il est inférieur à 0,5, elle est considérée comme non drugable. Ce qui est intéressant dans notre cas, c'est que nous utilisons ce programme qui est principalement utilisé pour des structures protéiques statiques, où les entrées sont des protéines issues de la PDB qui sont figées sur une protéine en mouvement. Ce qui signifie qu'on a extrait des conformations tout au long des dynamiques et on a pu donc, grâce à ça, suivre l'évolution de ces poches au cours du temps. Donc, un ensemble de 1000 conformations a été sélectionné à partir des simulations de dynamique moléculaire. Donc, au total, on a extrait 4428 poches, soit en moyenne environ 4,5 poches par conformation. Les poches ont ensuite été classifiées en fonction de leur composition en acides aminés. Et nous nous sommes donc retrouvés avec 9 classes de poches protéiques. La barre de drugabilité, ici représentée en rose, gris, noir et rouge, elle a été établie en fonction du score de drugabilité allant de 0 à 1. Et donc, 0 est en noir et 1 est en rouge. Plus c'est rouge et plus c'est drugable. Donc, la deuxième légende indique si la poche se situe au niveau de l'interface ou pas, donc au niveau de l'interface du RBD. Donc, on a 3 classes de poches de protéines qui sont à l'interface et 6 autres poches qui sont situées ailleurs sur la protéine. Si on regarde bien, on retrouve une seule poche sur les 3 représentées qui contiennent des poches drugable. C'est la classe 8. Donc, voici un exemple d'une poche issue de cette classe qui peut être drugable et qui comprend aussi 3 des résidus hotspot identifiés précédemment avec MMPBSA. Et cette poche peut être intéressante à utiliser pour des études de docking. En ce qui concerne les poches situées à l'extérieur de la région de liaison du RBD, nous avons identifié d'autres poches à forte drugabilité, mais qui malheureusement, dû à leur localisation, ne sont pas intéressantes d'un point de vue inhibition directe de l'interaction via l'interface. Mais une de ces poches appartenant à la classe 5 paraît très intéressante car c'est une poche large, drugable à 100%, et elle est constituée principalement de résidus hydrophobes et elle se trouve très enfouie dans la protéine. En fait, cette même poche correspond à une région de liaison récemment étudiée expérimentalement par les chercheurs de l'Université de Bristol et comprend 5 résidus communs avec les poches que nous avons trouvées. Cette poche est connue pour lier un acide linoléique, qui est un acide gras libre qui verrouille la protéine spike dans son état fermé ou inactif. Et c'est donc une autre cible intéressante pour de futures analyses et une autre stratégie d'inhibition de la protéine spike. En conclusion, donc on a 9 résidus hotspots qui ont été identifiés comme les éléments les plus importants dans la liaison du RBD à la CE2. Ces résidus ont ensuite été repérés dans des poches drugable intéressantes et qui peuvent être analysées plus en détail par des méthodes d'amarrage ou de criblage moléculaire. Et donc, l'originalité de notre travail, en fait, c'est d'avoir couplé les différentes approches de recherche des hotspots et de recherche de poches d'intérêt en prenant en compte le mouvement des protéines au lieu de travailler sur des structures statiques.
Et à mon avis, s'il y a une poche à cibler pour empêcher l'interaction ACE2 protéine spike, c'est bien la poche de la classe 8. Donc, quant à nos projets en cours, nous travaillons actuellement sur les autres variants de Covid pour comparer les résultats MMPBSA avec cette version sauvage du RBD. Et nous prévoyons également de tester certains inhibiteurs sur les poches sélectionnées dans l'objectif de proposer des candidats intéressants pour l'inhibition de la protéine spike. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. On a déjà 2 questions. Une question de Chloé. Comment sélectionnez-vous vos conformations, les 1000 conformations sélectionnées pour l'analyse? Alors, les conformations, elles sont sélectionnées au cours de la dynamique. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé des dynamiques de 100 nanosecondes 10 fois, par exemple pour le RBD seul ou le complexe. Et ensuite, on a concaténé les 100, enfin les 10, on les a concaténés. Donc, on a une trajectoire, par exemple, de 1 microseconde. Et ce qu'on fait, c'est qu'on extrait des frames tout au long de la trajectoire à pas réguliers. Et ensuite, on les passe dans PocDrug pour rechercher les poches. Okay. Et une autre question de Gwenaël, quid du variant indien G478K? Pardon, je n'ai pas entendu le début de la question. Quid du variant indien G478K? On ne l'a pas étudié, le variant indien. Et c'est pas un des résidus qui sort dans votre analyse? Non, il ne ressort pas dans les résultats MMPBSA. Donc là, on les a. 476, 77. Non, on n'a pas le 478. Mais on pourrait relancer sur le variant directement et voir si il est favorable. On pourrait faire ça. Moi, j'aurais une question. Donc, parce que la protéine spike et le récepteur ACE2, je crois qu'ils sont largement glycosylés. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez inclus les glycosylations dans votre simulation. Non, on Parce n'a que pas fait d'après ça. ce que j'ai lu, c'est les glycosylations sont aussi impliquées dans le binding. Oui, on y a pensé, mais on ne l'a pas fait. Et une autre question un peu naïve, mais est-ce qu'en ciblant le récepteur ACE2, ça va influer aussi sur sa fonction naturelle? En le ciblant dans quel sens? En fait, donc il a une fonction pour transformer l'angiotensine, c'est ça, ce récepteur? Je n'ai pas très bien compris la question, mais je ne sais pas si vous pouvez reformuler parce que j'ai un peu compris l'idée, mais je ne suis pas très sûre. Non, c'est juste que du coup, la protéine spike, elle utilise ce récepteur pour rentrer, mais en fait, ce récepteur, Oui, il a une fonction autre. oui. Du coup, en le ciblant avec une petite molécule, est-ce qu'on peut altérer sa fonction et Ah avoir oui, un effet? mais en fait, si on cible la CE2, et la CE2, il se trouve pas uniquement, il se trouve un peu partout en fait. Donc, si on le bloque, on risque aussi de bloquer certaines fonctions importantes dans le fonctionnement du corps humain. Ok, très bien. Bon, bah, merci beaucoup, Sarah. Je vous en prie. Et du coup, on va passer à la dernière présentation de Anastasia Croitoru, si je prononce bien.